Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 12e anniversaire de la Révolution. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues de la capitale Tunis ce samedi pour manifester contre le régime du président Kais Saied. Le Mali célébrera ce samedi la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Célébration instaurée par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO imposées au Mali. Et puis au Burkina Faso, les membres du gouvernement ont décidé de céder 5% de leur salaire en guise de contribution au fonds de financement de l'effort de guerre mis en place le 12 janvier. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant dont le gouvernement burkinabé a besoin pour combattre la montée de l'insécurité dans le pays. Mais tout d'abord, le célèbre opposant tanzanien Tundu Lissu a annoncé le 13 janvier dernier son retour en Tanzanie. Un retour d'exil prévu pour le 25 janvier prochain. L'opposant emblématique avait fui le pays en 2017 après avoir échappé à une tentative d'assassinat lorsque 16 coups de feu avaient été tirés contre lui. Il s'était notamment réfugié en Belgique. L'annonce de son retour survient alors que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé le 10 janvier dernier la fin de l'interdiction des meetings de l'opposition imposée par son prédécesseur John Magufuli, décédé en mars 2021. Tundu Lissu compte à présent retourner dans son pays pour, je cite, écrire un nouveau chapitre. Des milliers de Tunisiens étaient dans les rues ce samedi à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution ayant marqué le 14 janvier 2011 la chute du président Ben Ali. À l'occasion de cet anniversaire et en pleine crise économique et politique, les protestataires ont une nouvelle fois dénoncé le pouvoir actuel. Des appels à la démission ont été adressés au président de la République Kais Saied. Zahra Mohamed Moutiou. L'avenue Habib Bourguiba, traditionnel point de ralliement au cœur de la capitale tunisienne. C'est ici que ces milliers de manifestants se sont rassemblés à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution qui a entraîné la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Une manifestation avec les mêmes exigences qu'avant la Révolution. L'instauration d'une véritable démocratie. Pour cette nouvelle mobilisation du 14 janvier qui comporte un important dispositif sécuritaire, un seul mot d'ordre, le départ du président Kais Saied, accusé par l'opposition et par une partie de la société civile d'avoir instauré une autocratie. Kais Saied aura le même sort que Ben Ali qui a affamé le peuple tunisien. La démocratie et le peuple sont le seul moyen de faire tomber le nouveau despotisme. Cet anniversaire intervient près d'un mois après le désaveu populaire enregistré par le président de la République lors des élections législatives, marqué par une abstention record de plus de 90%. Et si la date du 14 janvier divise, car pour certains la révolution de 2010-2011 doit être commémorée le 17 décembre, tous s'accordent sur un point. Il est capital d'écouter les revendications sociales du peuple tunisien. Il n'y a pas eu de réelle volonté politique pour garantir la justice sociale. Il y a une accumulation de crises depuis 2 ans restées sans solution. Les mouvements sociaux luttent sur le terrain et présentent des propositions, mais elles ne sont pas prises en compte. L'opposition dénonce l'actuel pouvoir accusé de s'être octroyé les pleins pouvoirs, mais aussi d'être responsable de la crise économique, qui est plus que jamais la préoccupation principale d'une population inquiète de la dégradation persistante de ses conditions de vie. Le Mali, de son côté, célébra ce samedi 14 janvier la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national a été instaurée par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO imposées au Mali. Pour Bamako, cette journée vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali. La célébration a été marquée entre autres par des animations dans les écoles sur les thèmes du patriotisme, de la souveraineté, de la résistance nationale et de la refondation, ainsi que par l'organisation de conférences débats en milieu universitaire et dans les capitales régionales. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Information malien, Harouna Mamadou Touré.
Je suis à Gao pour célébrer le 14 janvier, ce jour qui a été considéré, vous l'avez remarqué, comme un jour d'une nouvelle indépendance, d'une renaissance du Mali. Ce 14 janvier, vous en connaissez l'histoire. Le peuple malien, dans toutes les régions, dans toutes les localités, s'est levé comme un seul homme et a dit non au dictat de la CEDEAO, de l'UEMOA et de ses alliés et autres amis de l'extérieur, pour démontrer que le peuple malien reste encore debout et face à son destin. Que tout ce que nous sommes appelés à entreprendre en tant que responsables de cet État se fera dans l'intérêt exclusif et bien compris des intérêts de notre peuple, des intérêts de notre peuple malien. Nous saurons toujours faire la différence entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Le président de la transition nous a enseigné cette vertu de défendre en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, dans nos cabinets, dans les directions et services qui servent l'État, l'intérêt exclusif de l'État du Mali et du peuple malien. L'actualité, c'est aussi les transporteurs routiers sénégalais qui annoncent une grève illimitée à partir de ce mercredi 18 janvier. Annonce faite ce samedi 14 janvier suite à la tenue de leur assemblée générale. Les acteurs du secteur des transports montent au créneau pour récuser les 23 mesures prises par l'État pour lutter contre les accidents sur les routes. Parmi celles-ci, l'interdiction pour les bus et minibus de circuler entre 23h et 5h du matin. Pour rappel, ces mesures contestées ont été décrétées par le gouvernement suite à l'accident mortel survenu le 8 janvier dernier à Sikolo. Une collision entre deux bus dans le centre du Sénégal a fait 41 morts et des dizaines de blessés dans la région de Kaffrine. Le président Macky Sall avait alors déclaré 3 jours de deuil national à partir du lundi 9 janvier. À noter que l'État a allégé certaines mesures qui avaient été prises lors du Conseil interministériel, notamment sur l'interdiction du port de bagages en offrant une période dérogatoire d'1 an aux routiers dont les véhicules ne disposent pas de soute. Cependant, les acteurs du transport ne décolèrent pas. Les membres du gouvernement burkinabé renoncent à l'unanimité à 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme. Cette décision de l'exécutif s'inscrit dans le cadre de la création, le 2 janvier dernier, d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cette initiative propose un prélèvement volontaire d'1% sur le salaire des fonctionnaires et des salariés du privé. 50 000 combattants volontaires ont par ailleurs été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. Savoir que l'insécurité a contraint plus d'1,8 million de Burkinabés à fuir leur foyer. Le point sur la situation avec Nathalie Mo. Les membres du gouvernement cèdent à l'unanimité 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Prompte réponse de l'exécutif burkinabé à la création d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cet investissement, adopté en Conseil de ministres le 12 janvier 2023, va permettre de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte antiterroriste dans le pays. Les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds pour le soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie. Pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Le texte de création du Fonds de soutien patriotique contre le terrorisme au Burkina Faso a subi un amendement. Initialement, il prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, suscitant une vive réprobation des centrales syndicales nationales. La contribution à l'effort de lutte antiterroriste désormais volontaire sera également soutenue par des quotas perçus sur les taxes sur l'alcool et le tabac, sur la consommation des télécommunications et sur les jeux de hasard. Nous avons voulu qu'il soit volontaire dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution et donc de façon concrète ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire
en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Des experts estiment à 120 en moyenne le nombre d'attaques terroristes par mois au Burkina Faso. L'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Dans le pays où 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels, 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. Retour à présent sur le forum d'affaires pour la réduction des coûts de transfert de fonds de la diaspora africaine qui s'est tenu le 12 janvier dernier à Rabat au Maroc. Forum qui avait pour objectif d'optimiser la contribution de la diaspora africaine au développement du continent. Marcel Kouassi et Cheikh Kamara. La question des frais de transfert de fonds a été le point culminant du forum sur la réduction des coûts des transferts de fonds tenu à Rabat au Maroc. Le coût de transfert de fonds de la diaspora africaine est estimé à 8%, selon les chiffres, un taux qui reste élevé et crée un fossé pour les économies africaines. L'objectif de ce forum est d'optimiser la contribution de la diaspora africaine au développement du continent. Mais la grande problématique, c'est le coût de ces transferts. Et les transferts de la diaspora africaine sont les plus chers au monde. 8% pour l'Afrique, alors que c'est 6% pour d'autres régions. Pour chaque $200 transférés par un Africain, l'Africain doit payer $16 pour les coûts de transfert, alors que l'Asiatique peut payer moins de 10. Et donc c'est très cher et c'est en décalage avec l'ambition des Nations Unies. L'objectif 10 des ODD, des objectifs de développement durable à 2030, fixe ce taux à 3%. Alors on est loin même de l'objectif onusien. Et malheureusement, c'est un manque à gagner énorme pour les économies africaines. C'est dangereux parce que ça favorise les circuits informels. Par conséquent, les taux de transfert élevés et pratiqués par les organismes de transfert peuvent, selon certaines études, atteindre 15%, soit 1,6 milliard d'euros de manque à gagner pour l'Afrique. Cette situation est déplorable et va à l'encontre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour y remédier, il nous paraît indispensable de mener au cours de ce forum des réflexions approfondies pour trouver des approches de solutions innovantes. Le forum de Rabat sur les transferts de fonds faisait partie des projets prioritaires du plan d'action de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine qui s'inscrit dans un contexte dynamique du processus de développement économique et social du continent. Le forum de Rabat sur les transferts de fonds faisant partie des projets prioritaires du plan d'action de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine s'inscrit dans un contexte dynamique du processus de développement économique et social du continent. Actualité sportive à présent avec la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui a démarré en Algérie. Ce samedi 14 janvier, l'Éthiopie affrontait le Mozambique et l'un des favoris de la compétition, la République démocratique du Congo, était opposé à l'Ouganda. Les deux rencontres se sont soldées par des matchs nuls, 0 but partout. L'Algérie qui s'est imposée en match d'ouverture face à la Libye sur un score d'1-0 prend donc la tête du groupe A avec 3 points. Dans le match qui a clôturé la journée de samedi, la Côte d'Ivoire était opposée au Sénégal dans le groupe B. Le Sénégal s'est imposé sur un score final d'1-0. Au programme ce dimanche 15 janvier, dans le groupe C, le Maroc face au Soudan à 17h locale et Madagascar-Ghana à 20h heure locale. Toujours dans l'actualité sportive, le Camerounais Francis Ngannou, champion du monde en titre chez les poids lourds, n'est plus un combattant de l'UFC. C'est le président de la Grande Ligue, Dana White, qui l'a annoncé dans la nuit de ce samedi 14 janvier en marge de l'UFC Fight Night à Las Vegas aux États-Unis. Un départ du champion lié à des différends contractuels selon ce dernier. Francis Ngannou, 36 ans, est désormais libre de s'engager avec qui il veut et dans la discipline de son choix. À l'UFC, il aura affiché un bilan de 12 victoires pour 2 défaites. Sa dernière victoire, qui est son dernier combat, remonté à janvier 2022, lorsqu'il avait défendu son titre contre le Français Cyril Gane.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.